Je te disais que j'avais vomi dans ma bouche ce matin, en m'allongeant dans le lit. En te rallongeant, quand tu t'es levé pour faire Parce qu'en fait, j'ai fait une connerie. Louis, je sais pas si t'as déjà fait ça. T'as bu sur l'avoine? Non, je me suis allongé. J'étais sur le côté et je me sentais pas bien. Je me suis allongé sur le ventre et ça m'a appuyé sur tout le bide. Bah non, Je me suis mis sur le côté et j'ai fait ça. Après avoir bu. Plein de gerbes dans la bouche. J'ai tout ravé. Bien sûr, faut pas perdre. Sinon, Calories perdues. J'aurais dû refaire un petit déj. Ok, bonjour tout le monde. Bienvenue dans le Power Show, épisode 33, dégage. Et épisode 33, donc on avait dit qu'on ferait une revue de bouquins. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On a chacun un bouquin qui porte sur des sujets très différents. Dont un pour les enfants. Voilà, sujet très éclectique. Ça veut dire que mon bouquin est pour les débiles. C'est ce qu'il veut dire. Non, il est bien ton bouquin. Mais c'est pas forcément en rapport avec le sport directement, ou alors peut-être que vous avez trouvé le lien, hein, je sais pas. Mais voilà, c'est une ouverture ton bouquin. C'est pour ouvrir à la fin de la discussion. Donc on va chacun parler un peu de notre bouquin, pourquoi on l'a bien aimé, et ce qu'on a trouvé d'intéressant dedans, et puis on va peut-être un peu en parler. Donc je sais pas, je te propose, tu veux que je commence Louis ou tu te sens... Ah vas-y, tu peux y aller. Ok, dit-il en baillant. Alors moi le bouquin que j'ai choisi, c'est un bouquin qui s'appelle King, de Elliot Hulse, et King... Je vais le mettre dehors, vas-y parle. Alors vas-y. Tu sais qu'on aurait pu insérer l'image de... Ouais, mais ça fait mieux comme ça. Alors, d'accord. donc ça je disais... genre ça fait assistant. Ça fait assistant. Donc le bouquin il s'appelle King, les 4 couches de la force, et comment devenir la meilleure version de vous-même, de Elliot Hulse, en partenariat avec Chris Banard. Alors pourquoi j'ai choisi ce bouquin? Parce que c'est un bouquin qui a eu... Vous faites quoi? Ouais, je fais toutes les... Alors si le micro est bien branché. Pardon. Vous respectez R là. Bande de bâtards. On coupera. Bah non, on comprend pas, c'est bien ça, c'est la vie. C'est la vraie. Non. On coupera. Donc je disais, le bouquin que j'ai choisi, King, de Elliot Hulse, coécrit avec Chris Banard. Donc j'ai choisi ce bouquin parce que c'est un bouquin qui a une grosse influence dans notre vie à tous les trois, notamment notre vie professionnelle. Faut savoir qu'Elliot Hulse, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un énorme youtubeur fitness. Il a commencé les vidéos très tôt sur YouTube. Je crois, Louis, toi tu regardais dès ses débuts. Ah ouais, ça devait être quoi, 2000... C'est 2008, même plus, peut-être 2007. Ouais, j'allais dire facile. Même, je pense même qu'il a démarré en 2005. Vraiment. Moi, je regardais pas à ce moment-là, mais... J'allais dire facile, plus de 11-12 ans. Je devais regarder en 2011, je pense, que j'ai commencé à regarder. Oui, il a démarré sur YouTube avant que YouTube ça devienne ce que c'est aujourd'hui, que ce soit une aussi grosse plateforme. Et même il était pas très connu. Genre les vidéos qu'il faisait, c'était un mec qui filme dans son garage à s'entraîner aux US et qui était stylé dans la manière de s'entraîner et dans sa philosophie de voir les choses, mais c'était pas. Il avait pas d'aura quoi. Non, et même surtout, il n'y avait aucune entre guillemets qualité derrière sa production. Il se filmait face cam. Les vidéos qu'il faisait avant tout, c'était pour promouvoir sa gym, sa salle de sport et pour avoir son coaching et pour tout simplement faire la promotion de ses produits. Mais ça n'a jamais été dans le but de devenir une star de YouTube. En fait, ça l'est devenu parce que le mec, si vous avez la curiosité de regarder, le mec est juste ultra charismatique. Ah, de ouf. Et en plus de ça, en plus d'être charismatique, il a abordé énormément de sujets à l'époque. Il n'y avait personne sur YouTube et lui, il a vraiment eu un côté un peu transversal. Il a parlé un peu tout, nutrition, santé, sport, développement personnel. Des relations hommes-femmes, il a parlé de 1 milliard de trucs, tout ce qui touche à la vie en fait. Et d'ailleurs, sa salle elle s'appelle Strength Camp. Donc pour vous dire à quel point ça nous a inspiré, vu que nous on s'appelle Power Camp comme vous le savez. On peut dire la vérité. De quoi la vérité? La vérité, c'est qu'un jour il a fait un podcast. Pas un podcast, il a une vidéo où il a dit que à la base, il a dit Power Camp. Il avait voulu l'appeler Power Camp et il avait dit s'il pouvait changer, il le ferait. Et du coup, on a eu l'idée comme ça. Non, il a pas dit. Alors c'est pas exactement, c'est presque ça. En gros, il a fait une vidéo sur l'explosivité où il s'entraîne. Et il dit bon, j'ai fait Strength Camp, mais en fait là, je me rends compte que j'aime beaucoup l'explosivité. On va peut-être créer Power Camp. Et après, dans la vidéo, il dit Power Camp coming soon. Donc c'est bien, il a été prophétique parce que nous, on a réalisé un peu ce qu'il a dit. Et donc le bouquin en fait justement, il représente exactement la vision du mec, c'est-à-dire qu'il a une version transversale des choses et globale. Donc en fait il appelle ça les 4 couches de la force, donc on va essayer de les détailler un petit peu, on va en parler ensemble. Donc la première couche de la force, c'est ce qu'il appelle la force neurologique. Donc c'est entre guillemets la force au sens propre du terme. Ce que j'ai bien aimé avec lui, ce qui m'avait touché aussi à l'époque, vu mon physique, c'est qu'en fait lui, quand il parle de la force, sa priorité c'était pas l'allure que tu as, à quoi tu ressembles, mais c'est ce dont ton corps est capable. Ce que tu es capable de faire avec,
quel exercice tu es capable de faire, quelle puissance tu es capable de développer. Donc, l'efficience, quoi. Voilà, l'efficience. En gros, la performance est numéro 1. Voilà, la performance. est secondaire. Voilà, donc pour lui, c'était un des premiers mecs à critiquer un peu les mecs qui faisaient que chest day, etc. et qui faisaient pas de front squat, etc. Donc il y avait la force neurologique pour lui. Donc système nerveux, et surtout, bah, ça Louis, je pense qu'il va me rejoindre aussi, vu qu'Altero c'est un peu ce qu'il prêche, c'est la force posturale. Ouais. C'est-à-dire en gros faire en sorte que ton corps n'ait pas de déséquilibre, que tu n'aies pas de ce qu'il appelle lui virus musculaire, donc tu aies un défaut de posture. Il y avait beaucoup de vidéos basées là-dessus, justement Ouais. sur les postures, notamment sur le soulevé de terre, où il faisait pas mal de vidéos, où il montrait aussi comment il faisait du strong, où il y a beaucoup de postures sur le strong qui sont un peu dégueulasses, où lui à chaque fois il est quand même relativement bien placé quand il faisait de l'atlas, etc. quoi. Et bah, ça me permet de... C'est la philosophie aussi en haltéro des Chinois qui disent que la première des forces, c'est la force posturale, le maintien des postures. Et c'est un petit peu en opposition avec ce qu'il y a dans les sports de force aujourd'hui, où les mecs soulèvent lourd au détriment de la position. Et du coup, c'est des mecs qui font des sports de force qui sont normalement des super outils pour corriger la posture. Et en fait, ça dégrade leur posture. Et les mecs, ils se retrouvent Abîmé quoi. Ils se retrouvent non seulement abîmés, mais même, comme dit Robin, avec des virus musculaires, en gros des déséquilibres musculaires, des postures horribles. On n'utilise pas ce terme en français, mais je le trouve bien. Virus musculaire. Ouais. C'est pas un terme pas un terme utilisé, mais... C'est ce que j'avais dit dans le dernier podcast, hein, je préfère tirer 250 kg avec le dos comme ça, Ouais, plutôt oui. que de tirer 100 kg de plus, mais en position canapèche, parce que mon corps n'est pas capable de maintenir la position dans laquelle il est fait pour être. Quoi. Sachant que, alors on va revenir sur les autres couches de la force, c'est que c'est aussi un mec qui donne son avis sur ce sujet-là, mais par contre il a testé énormément de sports. Il a fait du strongman, il a fait un peu de bodybuilding, il a essayé un peu d'haltéro. Je crois, non Il vient du foot Il vient du américain. football américain. Il a fait pas mal de Voilà, tout ce qui était test de prépa physique. exactement. pour Donc le il a une vision globale parce qu'en fait il a testé beaucoup de choses. Donc je résume un peu la force neurologique. C'est le système nerveux, la typologie des fibres pour lui, donc mettre la priorité, l'accent là-dessus, la force posturale et éviter des déséquilibres musculaires. Donc ça, je pense que c'est assez global à beaucoup de monde, ça, l'intérêt pour ça. Par contre, ce qui est bien, c'est que lui, après, il va encore plus loin. Et donc après, à chaque fois, on va un petit peu plus profond. La deuxième couche de la force, pour lui, c'est la force physiologique. Donc la force physiologique, c'est tout ce qui se réfère forcément à l'intestin. Et donc la digestion, les hormones, la respiration. Alors la respiration, ça vient un peu après, ça vient dans la force énergétique. Ouais. Mais donc c'est tout ce qui est justement faire attention à son sommeil, faire attention à ce qu'on mange, faire attention un peu à ses hormones, etc., à son stress, gestion du stress. Et maintenant ça paraît beaucoup plus évident pour tout le monde. Et moi je me rappelle que quand j'ai commencé à me renseigner sur le sport, et que j'étais intéressé par la préparation physique, ça faisait bizarre d'entendre un mec qui te dit en fait soulever des barres c'est peut-être la dernière étape. Ouais. C'est la dernière étape. Est-ce que tu manges bien? Est-ce que quand tu manges quelque chose tu le digères bien? Et puis pareil, c'est un mec qui a essayé énormément de diètes, il a fait beaucoup de jeûnes. Il a fait du jeûne intermittent, il a fait des diètes vegan, il a fait des diètes uniquement carnivores, il a fait... Donc en fait à chaque fois il s'est mis, en plus pour le coup il le fait à fond. Quand il donne son opinion, c'est quelque chose qu'il a testé, appliqué, vécu quoi. Ouais, genre, c'est pas... Pareil, c'est un mec qui s'est dopé pendant une époque et il en parle de manière très ouverte sur sa chaîne. Donc voilà, je vous invite vraiment à ceux qui sont anglophones à aller regarder, qui comprennent bien l'anglais. En plus c'est facile à comprendre ouais. quand même. Même si vous parlez pas hyper bien anglais, ouais. Il a un anglais qui est quand même relativement simple. Et puis il parle... Une bonne élocution. Ouais voilà, et en plus comme ça, je pense que ça joue aussi avec son côté charismatique. Quand il parle, il fait pas des phrases très très rapides, genre, il marque bien, les temps de pause sur ce qui est important, et genre même quelqu'un qui comprend pas énormément l'anglais peut capter tout à fait ce qu'il dit quoi. Et pour vous dire, une de ses vidéos les plus vues sur la chaîne, c'est pas une vidéo en rapport avec le sport, c'est comment avoir une voix, une deep voice, comment avoir une voix grave, et comment travailler sa respiration pour changer, modifier sa voix. Ça c'est une de ses vidéos les plus regardées, elle est dans son top 10 je crois. Donc voilà, donc la force physiologique c'est prendre soin de son alimentation, et surtout il prend pas parti, il dit pas le mieux c'est la diète carnivore, le mieux c'est la diète végane. En gros il t'incite à aller vers ce qui fonctionne pour toi. Oui, ce qui correspond. Et par contre si comment dire, il pousse un peu le jeûne, il aime bien que les gens fassent des jeûnes, il trouve ça bien pour détoxifier le corps et puis surtout pour le développement de l'esprit. Lui c'est plus dans ses séminaires, je crois qu'il le fait ça. Bah maintenant il fait que des séminaires. Non mais le fait qu'il y ait du jeûne. Ouais. J'ai vu un truc comme quoi il faut. Donc je sais pas si vous avez un truc à dire par rapport à ça. Moins cher en bouffe, faut t'organiser ton truc. Ouais. Toi Après tu vas parler de force énergétique et du coup il s'est un peu inspiré de Wim Hof sur certains trucs, non? Ouais, ce que j'allais dire, moi, sans savoir que ce dont ça contenait, ce que ça contenait, tout ce qui est avec la respiration, tu as dans énormément de sports, comme tu disais la
avec la gestion du froid, tout ça. Bah alors là, bon, justement, ça nous permet encore d'avancer un petit peu. Donc il y a la troisième couche de la force, donc on descend de plus en plus profond en fait. C'est ce qu'il appelle la force énergétique. Donc ça, c'est justement comme son nom l'indique, c'est notre énergie vitale. Et ça passe par la gestion du stress, ça passe par la respiration, beaucoup de travail de respiration. La méditation, c'est un grand fan de méditation et de ce qu'il appelle les bioénergétiques. Alors c'est des espèces d'exos un peu chelous, quand on connaît pas la première fois ça peut perturber, c'est des exos où le mec se met à crier, à se taper le torse, à courir, à faire des trucs comme ça, mais en gros c'est pour libérer des tensions qu'il fait ça. J'avais déjà vu un reportage où il y avait des sortes de points, pas d'acupuncture mais d'acupression ils appellent ça, où tu touches plusieurs fois des points sur le visage en respirant d'une certaine manière, et ça redynamise le corps, ça fait comme une sorte de reset. Oui. Et ça scientifiquement ça avait été prouvé, qu'il y avait un réel impact comment dire, je sais plus, vous avez vu ça sur un scan ou autre, mais que tu avais un réel développement de l'énergie, comme si tu prenais de la caféine un petit peu, tu vois. Ah oui, bah comment dire, c'est plein de domaines qui sont pas très développés, pas très explorés, on n'a pas encore beaucoup de ressources dessus, mais il y a plein de choses qui montrent que, par exemple, là ce qu'il dit, il y a une vidéo de lui, je me rappelle, la vidéo s'appelle le meilleur échauffement du monde. Il fait que respirer. Et en fait, non, il se met devant, il se met à crier, courir. En fait, il te dit comment il fait un gosse avant de jouer pour s'échauffer. Est-ce qu'un gosse s'échauffe? Oui, il se met à hurler, crier, à courir, à sauter partout. Et ça le réveille en fait. Oui. Et donc, oui, c'est un peu son approche. En fait, il a une approche assez simpliste des choses. Par exemple, pareil, je me rappelle une vidéo où il te donne un conseil de nutrition. Il te dit: je vais te donner le conseil de nutrition numéro 1, bois de l'eau. Ce qui te montre. Bah, après, bon, lui, il est aux États-Unis, donc c'est sûr que. C'est sûr que ça fait beaucoup plus sens de dire ça aux États-Unis que chez nous. Mais voilà, il a une vision assez pragmatique des choses, il cherche pas compliqué. Pareil pour les échauffements, je me rappelle que ça m'avait surpris, c'est qu'en gros il te dit les meilleurs échauffements c'est les échauffements que tout le monde fait depuis quand il est tout petit, c'est-à-dire les bascules de bras, les machin, comme avec le cop avant de faire son 190 couché en soi. Et on cherche toujours des exos compliqués donc. En fait les gens ils cherchent, ça revient souvent, Louis ça il doit l'entendre aussi souvent, la clé. Il y a des gens qui cherchent le truc qui va faire la diff. Gogo, Gadgeto, élastique. De temps en temps, en fait. Élastique, foam roller et base de la crosse, comme ça je vais arracher 150. Faut se rendre compte aussi que de temps en temps, il y a des trucs basiques qui existent depuis, je pense, des centaines d'années, et que de manière générale, tu vois, dans le sport, dans la pratique sportive, je pense aussi que c'est parce que ça fonctionne aussi. Il faut arrêter de vouloir faire des trucs où tu te mets un coton-tige dans l'oreille, et puis tu termines des fois. Pour ça qu'il va t'aider, quoi. Donc force énergétique, et puis aussi il y a l'aspect philosophie un petit peu dans la force énergétique qui vient un petit peu avec la méditation. C'est le développement personnel, parce qu'on va proprement parler. Donc c'est le fait de se renseigner, de lire sur de la philosophie, etc. Et de muscler, entre guillemets, de développer ton esprit. Ouais. Et ensuite la dernière, alors, il l'appelle pas comme ça dans le bouquin, mais en fait parce qu'il avait fait une petite review de son bouquin où il l'appelait comme ça avant, il appelait ça la quatrième couche, c'est la force de présentation. En fait, la force de présentation, c'est juste en gros la transmission. C'est-à-dire qu'une fois que tu t'es développé personnellement, tu n'as aucun intérêt à garder ça pour toi et à te placer au-dessus d'autrui. Le but, c'est que tu transmettes et que tu t'en fasses profiter ta tribu, ta communauté, ton groupe. Et c'est le parallèle avec le King à ce moment-là. Voilà, et c'est pour ça que ça s'appelle King, justement, c'est d'être dans cette transmission-là. Et donc en gros voilà pourquoi ce bouquin il m'a plu, pourquoi il nous a plu aussi, parce que les gars ils le connaissent bien. C'est en gros c'est une vision holistique des choses, puis c'est une espèce de bible en fait. Si moi je devais dire à quelqu'un qui veut changer sa vie, je peux lui donner ce bouquin là. Il y a de l'entraînement, et pour le coup il y a vraiment l'entraînement, il y a des bases de la prépa physique dedans, il y a tout ce qui est macrocycle, mésocycle, microcycle, le développement de la force, la surcompensation. Après sur la partie nutrition, il y a les bases de la nutrition, sur le sommeil pareil. Ensuite il y a vraiment tout ce qui est développement personnel. Moi ce que j'aime bien c'est que lui il parle beaucoup de ce qu'il appelle la Hero's Journey, la journée du héros. Et c'est qu'en gros dans la vie tu démarres avec un espèce de fardeau que le monde t'a imputé. En fait tu dois vaincre tes démons et tu dois surtout te détacher un peu de ce qu'on t'a enseigné, parce qu'il y a des choses qui sont bien, mais il y a aussi ce que le monde te met dessus, la pression sociale, et tu dois t'en détacher pour créer un peu ton propre royaume et ta propre vision, parce que c'est ça en fait la dernière force, c'est de développer sa vision et de la transmettre. Oui, pas d'être juste un buvard ou voilà. Et encore une fois, pour moi en fait à l'époque où j'ai commencé à me renseigner sur le sport, ça m'a époustouflé, parce que je me suis dit en fait faire du sport, aller faire du squat à la salle, c'est pas juste faire du squat en fait, il y a beaucoup plus que ça derrière. Et est-ce que c'est un des trucs qui t'a poussé vers l'entrepreneuriat aussi? Ouais, bien sûr. J'ai toujours su que je voulais faire l'entrepreneuriat très jeune. Enfin, pas l'entrepreneuriat comme on l'entend aujourd'hui, mais j'ai toujours su que je voulais être à mon compte. Dans la création. Mais surtout, oui, et puis surtout lui, je pense que pour vous c'est pareil, c'est un mec qui m'a montré qu'il était possible de faire de l'entrepreneuriat et d'avoir une salle de sport sans être dans le modèle fitness
Là, lui, il a vraiment créé son propre style. Il a fait sa vision. Voilà, il a créé sa vision. Le mec, il faisait. Enfin, c'est quand même à l'époque. Lui, sa chaîne, elle est devenue connue, sachant qu'il faisait pas de développé couché. Hein. C'était soulever des pierres, tirer des pneus, faire du front squat, un peu de soulevé de terre, de la plio. Et il a réussi à se faire connaître là-dessus. Il avait une approche, je me rappelle, qui t'avait marqué, parce que tu m'en avais parlé il y a un moment, où dans ses vidéos, il expliquait que pour pouvoir recevoir, avant, il faut beaucoup donner. Ouais. Et lui, il avait énormément cette approche-là dans sa manière de gérer les choses, même son business. Puisque sa salle de sport, il faut savoir que lui, il proposait, tu me dis si je me trompe, hein, mais il proposait à des gens, alors il y avait une sorte de planning, je pense, au bout d'un moment, parce qu'il avait trop de demandes, mais de venir s'entraîner gratos chez lui. Je crois que c'était tous les samedis. Dans son gym. Tous les samedis, il faisait un open gym, et comme il était très connu sur internet, t'as des gens qui prenaient leur bagnole. Non, mais il y avait un mec, je sais plus, il avait fait un post sur ce mec-là qui avait parcouru, je crois qu'il était. En vélo, il avait fait 3000 km. Ouais, un truc de malade pour pouvoir venir s'entraîner un après-midi avec lui. Et en fait, lui, il expliquait dans ses vidéos que avant de recevoir énormément, puisque les gens ils ont tendance à, un peu dans tous les domaines, à voir qu'une fois que les gens ils ont atteint le point en fait de succès, c'est de voir que ça. Il expliquait que lui, avant d'avoir tout ça, il a énormément donné, et donné en fait sans attendre, sans compensation derrière, que ce soit en argent ou autre. Il a 1 million d'abonnés sur YouTube et il l'a pas fait en faisant des grosses vidéos buzz, il a fait... en parlant de ce qu'il il a fait beaucoup de conseils. Il a produit énormément de vidéos et tout est là. Hein. Sa première vidéo qu'il a fait, qu'il a posée sur sa chaîne, où il a d'ailleurs il a pas aucun charisme, mais il est beaucoup moins charismatique que ce qu'il est devenu. Elle est sur YouTube, donc encore une fois, si vous êtes curieux, je vous invite à aller regarder. Et du coup, je suppose que tu l'as sorti pour faire un parallèle avec ça. Il s'est appuyé aussi sur son bouquin, sur un autre bouquin qui nous a aussi pas mal touché. Je fais un petit aparté, ça s'appelle King's Warrior Magician Lover, donc le roi, le guerrier, le magicien et l'amant. Et en fait, c'est simplement de la psychologie masculine, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, de Carl Jung. Et c'est les archétypes de la personnalité masculine. Et pareil, je sais qu'à cette époque-là, moi, ça m'a vachement touché parce que, je sais pas vous, mais quand on était en école de commerce, t'as un peu l'impression d'être sur des rails. T'as l'impression d'être sur un circuit de. Comme t'es en vacances, tu vois, t'es sur le truc de touriste, on te fait balader de trucs, mais on n'avait pas forcément l'impression d'être à une super place aussi, voilà, tous les trois, je pense. Ouais. Et c'était surtout ça aussi. Et en fait, c'est à propos de ce que c'est qu'être un mec, selon ces mecs-là, bien sûr. Hein, j'ai pas dit que c'était l'unique vérité, mais en tout cas, c'est ma vérité à moi. Et ça nous a vachement touché. En gros, le king, pour résumer en vitesse, c'est la vision. C'est c'est l'archétype en vous qui est généreux et qui gère le groupe, c'est ce qui fait un roi en fait. Le roi, si c'est un tyran, il se met au-dessus des autres. Par contre, si c'est un roi généreux, en fait, il se débrouille pour que tout le monde dans le royaume ait à manger, que tout le monde soit bien. Donc c'est le fait d'être, pour vos proches, d'être un peu le rôle du père de famille. Le warrior, c'est l'abnégation, c'est le fait de savoir travailler, le fait de se dépasser. Le magicien, c'est le côté développement de ses skills. Personnel, à apprendre, s'enseigner. C'est le fait de. Alors, c'est le maître et l'élève, en gros, globalisé. Et l'amant, c'est le fait forcément de profiter de la vie, de prendre un bon café, le côté un peu épicurien. Oui, c'est celui qui n'est pas développé chez les crossfitters qui ne veulent pas prendre une bière parce qu'ils se voient aux games. C'est ça. Sachant qu'il explique bien aussi dans ce bouquin-là que vous n'êtes pas un des quatre. C'est qu'en fait, c'est des. On est les quatre. C'est des traits de personnalité, on est les quatre et on est les quatre en permanence, avec plus ou moins certaines dominantes à certains moments. Mais on peut être de manière générale avec un certain partage des quatre types, et sur un moment où on va avoir une prise de décision dans notre vie, ça va s'inverser complètement, etc. Donc c'est pas du tout quelque chose qui est figé, quoi. Faut pas que les gens ils pensent que, ok, alors soit t'es le guerrier, soit t'es le magicien, tu vois. Non, en fait, en gros, chaque archétype a deux extrêmes sur le spectre. Par exemple, le guerrier, il y a le masochiste et il y a le sadique. Il y a des gens qui savent pas s'empêcher de se faire souffrir, il y a des gens qui veulent faire souffrir les autres en étant dans l'aspect guerrier. Pardon. On va pas trop s'étaler là-dessus, de toute façon, le but c'était de parler de celui-là. Donc voilà, une approche globale de la force, du développement personnel, de la nutrition, etc. De la santé. On peut le dire, hein, le mec c'est un peu c'est un peu un gourou et c'est pas un fragile quoi. Il a pas, ce que je veux dire c'est qu'il parle, il a pas comme certains mecs de développement personnel, il est pas spécialement gentil, il a une manière un peu agressive. Oui, il est cash. Il est assez cash. Dans ses vidéos même quand il donne des conseils, parce qu'il y a pas mal de mecs qui posaient des questions sur tout ce qui était relationnel aussi, il est
cash dans son truc, quoi. Il te dit en gros, arrête d'être une merde, quoi. Ouais, bah, ce qu'il faisait, et ce qu'il a fait aussi pareil pendant longtemps, c'est que les gens lui envoyaient des questions par mail et il lisait la question et il y répondait. Et il pouvait parfois passer 20 minutes à répondre à un mec sur un truc, sur un sujet complètement. Un mec qui lui dit ouais, je me suis fait larguer par ma copine, j'arrive pas à gérer, je suis stressé, j'arrive plus à m'entraîner, et le mec il passait son temps là-dessus, quoi. Donc voilà, moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le bouquin, je sais pas si vous c'est bon, donc du coup je pense qu'on peut passer à l'autre. C'est moi le deuxième? Ouais, c'est toi le deuxième, on garde l'ouverture. C'est pas la merdouille, c'est l'ouverture. Tiens, Marin va faire la présentation. De quoi? Ah. Hop. Bon, moi c'est plus spécifique à ma discipline. C'est la méthode Glenn Penley, donc c'est un bouquin qui vient de sortir sur en gros la vie de Glenn Penley qui est décédé il y a 1 an ou 2 ans. Non, ramène avant. C'est sorti par Seb qui s'occupe du média Weightlifting House, donc vous avez dû voir normalement les... Je savais pas qu'il était mort. Ah si, il est décédé, je crois que c'est l'année dernière, ou il y a 2 ans. Donc c'est Seb qui le connaissait bien parce que c'était l'un de ses plus gros invités sur tous les podcasts, et c'est surtout celui avec qui il a développé une prog qui s'appelait The Penley Wood sur internet, qui a sorti le bouquin, et donc la première partie c'est un peu expliquer la vie de ce mec-là, qui est... il l'explique comme étant une vie de samouraï un petit peu, parce qu'il a mis de côté un peu tout dans sa vie pour l'haltérophilie, et surtout l'haltérophilie américaine, donc ça passe par sa santé, les mariages, un petit peu tout. Donc il dit vraiment s'il avait un but, une vision justement, qui était le développement de l'haltérophilie aux États-Unis, et comment rivaliser avec des athlètes moins propres des autres nations. Et après le reste du bouquin, c'est la méthodologie de ce mec-là et de ses entraînements, parce qu'il faut savoir que c'est un mec qui a coaché des athlètes pendant, ça doit être une 30aine d'années. Il a dû amener des dizaines, voire centaines d'athlètes à un niveau national, voire international en haltérophilie, avec les contrôles qu'on connaît aux États-Unis, qui sont quand même bien plus omniprésents que dans des pays comme la Russie, la Chine ou autre. Il est mort de quoi? Il a fait une attaque il y a quelques années, il y a 4-5 ans. Après, c'est un mec qui a pesé 160 kg pendant un moment. Ouais, je vais montrer des vidéos, il est là, il est maigre. Un 85-160 kg. Et je pense que pendant plus de 15 ans, il a pesé plus de 140 kg. Donc il sait très bien que l'attaque qu'il a pu avoir, c'était dû en grande partie à ses problèmes de poids. Il était à quel âge? Il doit avoir 45 ans. Ah ouais. C'est un peu plus. Jeune. 45-50 ans. Moins de 50, quoi. Et du coup, moi, ce que je trouve intéressant dans ce bouquin-là, c'est que il n'y a pas énormément de ressources en haltérophilie au niveau livre, sur la programmation ou autre. Et la plupart de ce qu'on a, c'est des médias chinois, avec Mastrength qui est à la mode chez tous les coachs haltéro et crossfit, ou alors de la méthode russe, qui pour moi est très très loin d'être applicable dans un pays occidental et chez des athlètes naturels. Parce que la méthode russe, elle est basée sur une programmation hormonale, ou parce que... En partie, parce que premièrement, faut être hormonalement prêt à le faire, et quand on dit hormonalement prêt à le faire, c'est avoir des aides extérieures hormonales. Et aussi parce que c'est des systèmes où il y a énormément de sélection. Chez les Chinois, en gros, on va voir les athlètes qu'on va récupérer et à qui on va programmer pour qu'ils deviennent des stars en haltéro. C'est des mecs qu'on a sélectionnés quand ils étaient gosses parce qu'ils avaient la morpho, la typologie de fibre. Les mecs, ils arrivent, ils disent tu sautes, on va voir comment tu sautes. Et tu dis en fait dégage, parce que tu ne seras jamais une star en haltéro. Et en plus de ça, ils ont un vivier d'athlètes énorme, donc ils peuvent se permettre aussi cette sélection. Parce que c'est aussi un sport national pour eux quasi. Ouais, c'est un vivier d'athlètes et aussi des conditions d'entraînement où il y a vraiment une hiérarchie coach-athlète. Et en gros, l'athlète, il est là pour faire le job, et s'il le fait pas, il dégage. Alors que nous, on est plus dans des systèmes, que ce soit aux États-Unis ou dans tout l'Occident, en fait, en France ou autre, où il n'y a pas cette hiérarchie coach-athlète, c'est du clientélisme un petit peu. Oui, presque le coach qui, s'il ne correspond pas à ce que l'athlète demande, c'est le coach qui dégage. Le sportif professionnel, il y a un aspect un peu plus loisir, entre guillemets, si je peux me permettre le terme. C'est pas loisir, mais... C'est loisir, mais en même temps, quand tu prends un coach, tu le payes. C'est pas l'État qui le paye, contrairement à ces pays comme la Russie et la Chine. Et du coup, tu attends un service, alors que c'est pas forcément le cas, où en gros, le coach il bosse avec l'athlète et ils sont partenaires dans ces pays-là. Donc si tu peux pas programmer pareil, moi je peux pas programmer pareil, il y a quelqu'un qui paye son abonnement, qui vient à la salle et qui veut faire sa session pour... même s'il veut progresser, mais qui veut toujours dans un coin de sa tête avoir la notion amusement et pas trop se faire mal, que si le mec débarque et tu lui dis, en fait, tu fais ça, ou sinon tu rentres chez toi et tu ramènes pas à manger à ta famille. Parce que là, parce que c'est ton métier. Tout ce qui est entraînement en Chine, etc., sur les vidéos que moi tu as déjà pu me montrer, les gamins, je pense qu'ils jamais ils montreront qu'ils ont envie de chialer, mais c'est hyper dur. Les mecs qui leur mettent plein la gueule. Tu vois, ton coach, des gens, c'est pareil. Si tu as un athlète qui arrive et qui dit ouais,
j'ai le tendon rotulien qui fait un peu mal, donc il faut calmer le squat aujourd'hui. Je dis, bah non, c'est pas structurel comme douleur, t'as mal au tendon rotulien, on s'en fout. Tu mets de la crème chauffante, tu vas juste avoir mal, en fait, ça va pas t'empêcher de performer, donc fais ton squat. Parce que tu peux pas faire ça à quelqu'un qui est client et qui attend, en fait. C'est pas le même rapport. Le client, il vient te voir, il te dit ça, c'est en gros, d'accord, là, on va remplacer, en fait, on va mettre en place une séance complètement différente pour pas faire mal à ton petit genou. Mais de toute façon, on en a déjà parlé, mais c'est un peu la problématique du CrossFit pour moi dans sa globalité, c'est qu'on a affaire à 2 sports, même 3 sports, si on se réfère aux sports monostructurels qui sont des sports olympiques et donc avec une méthode bien précise, bien détaillée, une progression qui est connue par tout le monde, qui est très dure, qui est très longue et qui demande beaucoup de rigueur, mais qui est mis dans un contexte de loisir et d'amusement et de, comme tu as dit, de clients, de coach qu'on paye. Donc du coup, tu dois rester dans la satisfaction client, mais en même temps, tu te mets... Enfin, tu sais, c'est un peu comme des maths, entre guillemets. C'est moins dur que ça, mais tu sais très bien que pour progresser, il faut faire ça, 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 et que les choses à faire sont pas forcément fun. Oui, en fait, le WOD mat sit-up que tu as prévu à la fin pour que l'autre transpire, en fait, ça lui apportera rien dans sa Oui, mais ça, on en a déjà parlé plein de fois. Oui. C'est que les gens, ils veulent de l'aléatoire, du fun, du renouveau à chaque fois, alors que c'est pas forcément les codes pour pouvoir progresser, quoi. Après, on en a déjà parlé aussi avec Louis, je me rappelle, on en a parlé avec Anaïs, c'est que l'entraînement, il doit être addictif. On dit que l'entraînement doit être addictif, mais je pense que quand on dit l'entraînement doit être addictif, c'est pour un athlète qui est pas professionnel, en fait. Oui, chez les athlètes pro, je suis persuadé que la plupart du temps, quand il va à la salle, c'est pour faire le job. Non, mais surtout le métier, quoi. On a un bon exemple avec Redon. Redon, il nous l'a dit X fois, il a refait encore un fois. Il y a pas longtemps, il a dit que lui, sa carrière d'haltérophile, le nombre de fois où il n'a pas eu envie d'aller s'entraîner et qu'il y a été, c'est un vrai taf, en fait. C'est pas, on n'est plus dans la notion addiction plaisir, quoi. C'est ce qui est très dur, justement, je pense, sur les sportifs de haut niveau dans ces sports-là, c'est que il faut vraiment vouloir l'objectif qu'on s'est mis, parce qu'il y a beaucoup plus de moments où c'est négatif que de moments positifs. Ouais, la barre à 175 qu'il a arraché, Redon, c'est un instant T par rapport à tous les moments de préparation, les mois de sacrifice, etc. C'est pas la même chose. C'est des gens qui doivent mentalement, je pense, verrouiller énormément pour pouvoir arriver jusqu'au bout. De toute façon, quand il préparait les championnats du monde sur lesquels il n'a pas pu aller à cause de ses douleurs, on le voyait, il s'entraînait ici et pendant plusieurs mois d'entraînement, en fait, c'était la souffrance. Devoir s'entraîner avec la douleur en disant j'ai une échéance, il faut que je la prépare. Alors que n'importe qui n'aurait pas eu justement à faire les championnats dans le loisir, il aurait dit je fais une pause en fait. Ou alors je travaille autre chose. Oui, sauf que lui il s'était dit que je peux pas me permettre parce que c'est quoi le mouvement qui te fait mal, Redon? C'est le squat, ça me fait hyper mal. Tu fais quoi? Je squatte 4 fois par semaine. On avait posé la question, je me rappelle à Klokov, on lui avait dit est-ce que tu aimes toujours t'entraîner? Il a dit j'aime m'entraîner quand tout va bien, soit 1 ou 2 jours dans l'année. Bah oui, non mais c'est... Quand il dit quand tout va bien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de stress du quotidien, il n'y a pas de blessure, tu es en forme, en gros il y a la concordance de tous les facteurs, donc ça voulait tout dire, quoi. De toute façon, le sport haut niveau, ou en tout cas performance, c'est hyper ingrat. Je prends un parallèle qui n'est pas du tout dans les sports de performance physique, mais dans la difficulté d'avoir une constance en termes de réussite. Je connais un petit peu parce que mon père est à fond là-dessus, mais le golf, tu as des mecs comme Tiger Woods. Le mec il peut jouer hyper bien pendant 3 mois, il arrive sur une compète, pendant 5 jours il va jouer comme une merde. Et en fait il y a tellement de facteurs qui peuvent venir polluer la réussite du mouvement et aussi le conditionnement mental que ça en devient un sport ultra ingrat parce qu'en fait contrairement à certains autres sports où tu peux avoir une certaine constance puisque ça te demande de la force physique ou comme le tennis, des choses comme ça, tu vois. Là, tu as tellement de facteurs aléatoires que le mec qui peut être le meilleur du monde, il peut se faire fumer pendant 5 jours comme une merde, tu vois. T'as dit force physique et tennis? Non, mais je parle. Ce que je veux dire par là, c'est que tu regardes au tennis, les mecs qui sont champions, c'est assez constant. Tu regardes, c'est souvent Nadal ou Federer, selon tu vois les terrains, etc. Ou Djoko. Et pareil dans les sports de strongman ou de. Comment ça s'appelle? Ceux qui sont encore restent souvent au top. Les sports d'adresse, tu veux dire qu'il y a une variabilité et c'est dur d'être constant. Ouais, et en fait, ça rejoint, je trouve, la philosophie que tu peux avoir dans des sports comme l'haltéro, où il y a un côté très ingrat, où tu dois énormément te faire violence pour pouvoir continuer à t'entraîner, quoi. C'est dans ce sens-là, en fait, pour moi, que je faisais ce parallèle-là. Parce que c'est... moi, à ma petite échelle, je sais qu'il y a plein de fois où j'ai envie d'arrêter, et pourtant, moi, j'ai pas de carotte au bout, quoi, tu vois, j'ai pas de truc à gagner, quoi. Voilà, donc sur le bouquin, il y a un petit peu la philosophie
de ce monsieur vis-à-vis de la vie et de l'entraînement. Il y a surtout, la plus grosse partie, c'est du coup sa méthode d'entraînement qu'il a pu développer d'abord parce que il s'est fait entraîner par Medvedev qui était un coach soviétique, donc d'abord avec la méthode soviétique. Ensuite, il a bossé avec Dave Spitz quand il a fait venir Abadjaev aux États-Unis, qui était le coach de l'équipe bulgare, donc il a aussi eu la méthode bulgare d'un côté, et en gros lui il a essayé tant bien que mal de faire un système à part entière qui serait un système américain, qui serait complètement différent du système soviétique et du système bulgare, qui pour lui ne peut pas fonctionner dans un contexte politique et sociétal comme les États-Unis ou plus largement l'Occident. C'est pour ça d'ailleurs que je préfère les coachs en France qui vont s'inspirer de tout ce qui est méthodo américaine et de tout ce que les coachs américains peuvent faire, plutôt que ceux qui vont regarder les planifs chinois, les planifs chinoises et les exercices chinois, dire ah Lu Xiaojun il a fait tel exercice sur son dernier entraînement donc je vais faire pareil, du panda pool, des low rises, n'importe quoi, et du coup qui vont mettre leur prog en essayant de calquer parce que ça fait beau sur le Instagram d'avoir un nouveau truc de Mastremph et de Lu Xiaojun Barbell. Et est-ce que justement parce que ça paraît plus sexy pour les personnes comme tu avais expliqué pour le panda pool, c'était un exo qui pouvait être bien, il fallait avoir un très 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 bon niveau, puisque déjà il fallait terminer le tirage, alors que quand tu le donnais à des débutants ou des novices, ça massacre. Ce que je dis à chaque fois, c'est si ton tirage haut d'arraché, ton snatch high pull n'est pas quasi parfait, pourquoi est-ce que tu rajoutes une difficulté avec un panda pull avec une mécanique de chute en fin de tirage? Et chez certains qui ont un très beau tirage haut, ils vont se mettre à faire du panda pull, ça va dégrader leur tirage, parce que du coup ils finiront pas ni l'extension ni le tirage de bras après les hanches. Et quelle est pour toi justement la grosse différence entre les progs, comme tu dis, soviétiques ou chinoises et les progs américaines? Est-ce que c'est une question de volume de travail? Parce que j'imagine que tu l'as, parce que quand tu dois regarder la prog des Chinois, comme tu dis, c'est des mecs qui vont au charbon. Il doit y avoir un volume de travail énorme, je suis sûr. Alors la grosse différence des Chinois, il y a la fréquence aussi, parce que c'est des mecs qui s'entraînent deux fois par jour le plus souvent. Donc la fréquence qui fait que le volume total sur une semaine est largement supérieur. C'est des mecs, nous on a le hyper classique en Europe, c'est quand tu fais ton renfo, c'est 3x10 en fin de séance. Les Chinois, ça va être beaucoup plus 6x10 ou 8x10. Ouais, tu m'avais dit, ouais. Donc tu vois, comme tu dis, un volume qui est énorme, plus d'intensité aussi. Les mecs ils vont pouvoir monter en pourcentage beaucoup plus souvent parce qu'ils sont dosés comme des mulets. Et après, ce qui va être différent aussi, c'est la sélection des exercices dans une séance, parce qu'on sait qu'un athlète qui est chargé, la prise de force elle est beaucoup plus facile pour lui, donc il n'a pas besoin de mettre l'accent à fond sur le squat, les tirages, parce que en gros ça va monter tout seul grâce donc ils font des petits exos de renfo, quoi. Donc en gros ils font leur renfo et surtout ils peuvent passer beaucoup plus de temps sur le travail technique, et c'est pour ça qu'il y a la confusion de ceux qui disent ouais les Chinois je m'en inspire parce que c'est les plus techniques, mais c'est aussi les plus techniques parce qu'ils n'ont pas à dépenser autant d'énergie et de temps sur le travail de force. Alors qu'un athlète qui est naturel, il va être obligé de se buter en squat, il va être obligé de se buter en tirage s'il veut faire progresser la force. Parce que, encore une fois, sur un athlète naturel, c'est une phrase qui dit dedans, personne a 80% de la force de Ilya Ilyin, 310 en front squat. En revanche, la plupart des athlètes, au niveau national, ils ont plus 80% de son efficacité technique ou de sa technique. Donc en gros, ils critiquent un peu les coachs qui ne voient que par l'aspect technique à 100%. On s'entend bien, si on tire dégueulasse, il faut bosser technique. Oui, ce que tu avais... À partir d'un certain moment, en fait, si j'améliore la technique de quelqu'un qui est déjà très confirmé en haltéro, il va prendre 2 kg en arraché. Parce que sa force. Par contre, si je fais prendre 30 kg en squat, c'est pas 2 kg. Parce que tu avais posté sur Insta l'extrait, c'est que tu disais justement que les gens ils oublient souvent qu'à la base l'haltéro c'est un sport de force. C'est un sport de force, ouais. Et la plupart des gens, tu peux voir des mecs qui sont des virtuoses techniques, qui ont 120 kg en squat et qui arrachent 105. Bah, ce mec-là, il est moins bon en haltéro qu'un mec qui est moins fort techniquement, qui a 200 en squat et qui arrache 107. Alors qu'il est moins technique. L'haltérophilie, c'est soulever lourd sur un arraché, un épaulé jeté. Donc il y a besoin d'avoir une bonne technique, mais chez un athlète naturel, le focus aussi, il y a un énorme focus à mettre sur le travail de force. Et ça, Glenn Pendley, il l'évoque à fond dans son bouquin. Donc dans les semaines, sur sa méthodologie, il y a une journée qui va être à fond axée travail de force. Quand je dis travail de force, c'est mouvement de force, du coup pas mouvement technique. Ça va être des presses au-dessus de la tête, donc développer clave au strict press, tirage et des types de squat en volume, avec par exemple du 5x5. Et tu auras en fin de semaine une autre journée qui sera consacrée à ça en intensité. Donc avec une montée sur du 1 rep, 2 reps, et peu importe la période, ça se retrouve comme ça.
T'as dit volume en disant 5x5, il y a des gens qui vont pas comprendre. Pour moi, au-delà de 20 reps dans un entraînement par un exercice, c'est du gros volume. Bon, pour moi, plus de 2 reps, ça commence à être volume. Non, mais Pour parce moi, que c'est du cardio. après, tu pour moi. vois, ça c'est pendlé quand tu vois un mec comme Greg Everett qui programme, qui est un autre américain. Ce mec-là, même en période relativement loin des compètes, donc entre guillemets foncière, en squat, il va programmer du 10x3 et pas du 3x10. Ça s'éloigne trop c'est moins spécifique à l'haltérophilie. Alors qu'un 3x10, t'as le même volume qu'un 10x3, sauf que sur le 10x3, t'as le même volume mais avec plus d'intensité. Donc c'est plus éprouvant. Et petite question qui a rien à voir, mais est-ce que son nom, c'est un rapport avec le rowing pendlay? C'est pas lui qui l'a inventé, au début ça le faisait chier qu'on l'appelle le rowing pendlay, mais ça a été appelé d'après lui. Ok. Rowing pendlay, du coup, c'est du rowing buste penché, mouvement qui n'est pas du tout assez fait en crossfit d'ailleurs, pour renforcer le dos, qui est le meilleur mouvement de renforcement pour le haut du dos. Et le rowing pendlay, c'est des par sol à chaque fois en fait, du dead stop. Donc on met le dos à l'horizontale, on se penche en avant, dos à l'horizontale bien fixé, on part du sol comme si on allait faire un deadlift, sauf que le dos et les jambes ne bougent pas, on vient juste ramener la barre. On relâche la barre complètement. Entre nombril et téton à peu près. Je voulais revenir sur ce que Tiens, dernier petit truc, Robin, je te coupe, excuse-moi. C'est un mec qui... Pouce bas. Petit con prétentieux. C'est lui aussi qui a fait pendlay barbell, donc il y a plein de poids pendlay. Bon, en France on n'en trouve pas beaucoup, mais aux États-Unis, nous on en avait à Carmichael, il y avait des poids comme ça, des poids pendlay, donc il bossait avec des manufacturiers en gros qui faisaient des barres, des poids de l'équipement. Okay. Et après il a été recruté par MD USA, donc Muscle Driver USA, qui était une grosse boîte qui a fait pour lui tout le matériel pendlay pendant un moment, donc qui a été distribué partout aux États-Unis. Et la boîte a coulé plus à cause d'un souci de gestion que la qualité des produits. Ouais. C'est une autre histoire. Ok, non, je voulais juste revenir sur le fait que tu disais que les athlètes qui sont pas dans le bloc russe ou chinois, ils ont besoin de plus bosser la force parce que du coup, forcément, ils sont pas chargés. Et en fait, ils sont doublement perdants parce que non seulement ils doivent allouer plus de temps au développement de la force, mais en plus, le développement de la force, si tu es d'accord avec moi, ça te fait perdre en coordination et donc en technique. En tout cas, tu passes pas de temps dessus quoi. Tu passes moins de temps sur la technique, et après, si par exemple tu as un excédent en squat et un petit peu en retard en tirage, tu vas avoir des déséquilibres, donc la technique peut en pâtir. Voilà, ce que je veux dire, c'est que tu as un peu de décoordination entre guillemets, donc tu es doublement perdant, alors que justement, ces mecs-là. Non, mais après, je suis d'accord avec toi, et le truc qui en ressort, c'est qu'il faut arrêter de s'extasier sur la technique de certaines nations en disant certes, ils sont chargés, mais ils ont la meilleure technique. Et c'est en grande partie parce qu'ils sont chargés qu'ils peuvent se permettre de bosser beaucoup plus la technique. Alors que les Américains, ils ont pendant longtemps la réputation de dire ils sont dégueulasses quand ils tirent. Bah ouais, mais c'est des mecs qui, en fait, ils doivent mettre toute leur énergie sur le squat, sur les tirages, beaucoup plus que ton Azeri préféré, qui le squat en fait. Comment il s'appelle celui qui avait fait 10 ou 12 reps à 2,20 Un Asiate, tu me l'as envoyé, je crois. Il avait 2,20 en squat. Ouais. Non, il a fait 19 reps à 2,20. 19 reps à 2,20. Toshiki, le japonais. Mais à combien de poids de corps? Il a grossi en 96 maintenant. Sachant que ce qui permet à une nation de passer devant une autre en sport, une des grandes stratégies, c'est le fait de mieux allouer le temps, en fait, le gain de temps. C'est ça, c'est si un athlète il a réussi à s'entraîner 250 heures et que les autres athlètes ils ont réussi à s'entraîner 200 heures, en soi c'est pas tant là. Il peut y avoir une différence de méthodologie, mais ce qui compte c'est qu'il y aura 50 heures de plus. Oui, tu multiplies ça par la pharmacie et par le vivier d'athlètes qu'il peut y avoir en Chine, et tu comprends pourquoi la Chine est imbattable en haltérophilie en termes de nombre de médailles. Ou la Thaïlande, qui est un pays pareil, qui repose uniquement sur son système de dopage pour performer. Et voilà. Moi je l'ai un peu feuilleté. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a un peu de la punch. Ça va nous permettre de faire la transition avec le bouquin de Marin, mais ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a un petit peu de philosophie. Mais il a essayé de retranscrire au mieux la philosophie du mec, et en fait les punchs, justement, les citations, c'est parce que Seb qui a écrit le bouquin, il a fait énormément de podcasts, je pense qu'une centaine avec lui. D'accord. Tous les podcasts, on peut les retrouver, c'est sur Weightlifting House justement. Et donc il y a des citations des podcasts, de tous les moments qu'ils ont pu passer ensemble, des interviews et des bouquins qui ont pu justement mettre en lumière Glenn Pendlay, parce que c'est un mec qui s'entendait bien avec Louis Simmons ou autres, qui sont des grands noms de la force aux États-Unis, donc il était apparu un peu partout, ou Travis Smash ou autre. Il a bossé à California Strength pendant un moment, c'est lui qui a coaché Donnie Schenkel, il a coaché John North pendant un moment, après il a bossé à MD USA où il coachait aussi, donc en fait il a fait des tours partout, il y a énormément de contenu sur lui qu'on peut trouver sur YouTube, en podcast, et ça c'est un très bon résumé de sa méthodologie. Ouais, et ce que je te dis, ce que j'aime bien avec les punchs en fait, c'est que tu sais, quand tu lis, moi j'ai un bouquin de gym à l'appart, c'est très académique. Oui. Tu veux, c'est très bien expliqué, c'est très bien détaillé, mais par contre pour transmettre à des gens,
Tu dois faire, il y a un travail de traduction presque, tu vois, que tu dois faire et tu dois, tu dois presque réécrire. Là, ce que je trouve bien avec ça, c'est qu'en fait, il te sort des punchs qui résument tout. Et tu lis la truc, tu lis la phrase, tu as tout compris. Et ça, tu peux après, toi, dans ton cas, tu peux transmettre, ça me permet de rebondir aussi sur le bouquin, tu peux transmettre l'altéro. Je trouve que c'est ça, c'est pratico-pratique. Enfin, j'ai pas tout lu, tu vois, mais j'ai lu quelques pages et vraiment. Je sais pas si t'as une ou deux punches que t'as bien aimé qui sont ouf, mais. Il va falloir la traduire. Sur celle que tu partageais sur le CrossFit. Mais il y en a, je sais qu'il y en a une ou deux, tu les avais partagées sur ton Instagram, mais tu peux le premier sur lequel je tombe, en gros, il dit il y a beaucoup de gars dans le champ du strength and conditioning, donc en gros des coachs de force qui ont des masters ou même des doctorats dans le domaine qui ne savent rien du tout à propos du travail de force en fait, parce qu'ils n'ont que la portion académique. En gros, avoir un diplôme avancé dans le sport ne veut pas dire que tu es une autorité en fait. Oui, bah c'est comme la différence entre les Grecs et les Romains en termes de... tu peux le lire, elle est pas mal aussi. I can tell you everything I know about weightlifting in 10 minutes. Then it will take you 10 years to understand what I said. Ouais, je peux vous apprendre tout ce que je sais de l'haltérophilie en 10 minutes, mais ça vous prendra 10 ans à le comprendre. Ouais, mais je disais, c'est quand même la différence entre les constructeurs grecs et les constructeurs romains. Les Grecs étaient très très bons en théorie. Par contre, tous les temples grecs ils se sont écroulés aujourd'hui, alors que les temples romains, les Romains, c'était des bâtisseurs, c'est-à-dire qu'on leur demandait de construire des choses, ils n'étaient pas là en train de faire des calculs de mathématiques. Et pourtant, on le sait aujourd'hui, les temples romains, ils ont beaucoup mieux tenu le choc que les temples grecs, quoi. Voilà, bon, j'ai terminé là-dessus. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est comment il explique comment il apprend les mouvements aux gens. Donc c'est la méthode qui était une méthode russe pendant un moment où en gros on apprend d'abord le mouvement en partant des hanches et petit à petit on va rajouter des composantes techniques avec le fait d'aller chercher les genoux, ensuite le passage des genoux, le départ du sol, la position de départ. Et en plus de ça, un peu comme toi tu as dit dans King, il explique les bases de la méthodologie de force, en fait de l'entraînement de force, c'est-à-dire l'entraînement c'est infliger un stress à son corps. Et après, il faut laisser le temps à son corps de récupérer du stress et de surcompenser, justement, donc tout ce qui est le concept de surcompensation, pour quand on revient à l'entraînement et qu'on a à nouveau une tentative sur le même exercice, la même charge ou autre, on soit meilleur que la première fois, parce que le corps a justement surcompensé. Bon d'ailleurs, on n'est pas désolé, mais on a les deux bouquins sur lesquels on a démarré, c'est des bouquins en anglais, parce que on lit beaucoup de bouquins en anglais, c'est juste... en tout cas, pour l'haltérophilie, il y a beaucoup plus de... pour les sujets qui nous intéressent tous les trois, en général, il y a beaucoup de contenu en anglais. Donc, mais on fera un effort la prochaine book review parce que là, heureusement que Marin est là pour faire un effort. On va mettre un bouquin en français. Non, c'est oui en fait. Donc, on essaiera de vous donner des bouquins en français. Est-ce que vous avez déjà lu Babar? Donc, on va laisser Marin enchaîner sur son bouquin. J'ai cherché ma couette. Je vous le montre. Donc, c'est ce bouquin-là. Hop, donc Crépuscule des Titans. De Papacito. De Papacito. Ouais, c'est un bouquin de facho, non? Donc, non, en gros, je peux conseiller ce livre pour plusieurs choses. Déjà, ceux qui aiment pas forcément lire, parce que moi je connais pas mal de monde à la salle avec qui j'en ai parlé. Moi, c'était mon cas, mais maintenant ça commence à aller. Il t'a réconcilié un peu plus avec la lecture. Avec la lecture, ouais. Et je sais qu'il y a pas mal de mecs qui aiment pas lire et de nanas qui aiment pas trop lire. Et en fait, c'est des livres qui sont très 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 faciles à lire dans le sens où c'est plus une discussion avec quelqu'un. Alors, à sens unique dans ces cas-là, mais un monologue. Voilà, que en fait un livre où vous allez devoir. En fait, c'est facile à lire, ça se lit facile. Toi, t'en as déjà lu plusieurs. Je suis sur celui-là. Je trouve justement, tu vois, ce qu'il dit au début du bouquin, il parle du Moyen-Âge, le bouquin. Ouais. Il dit que le Moyen-Âge, c'est un peu la rencontre de l'homme d'esprit et du romain, en gros, et du viking, de la violence. Je trouve que lui, en fait, dans son écriture, c'est ça. C'est-à-dire qu'il t'aborde un sujet qui est assez sérieux, le Moyen-Âge, il te fait un peu il te refait l'histoire, il te parle d'histoire, mais avec un côté un peu bourrin, etc., qui rend le truc hyper digestif. Sachant que c'est sa personnalité d'ailleurs, les personnes, la première fois que tu écoutes ses vidéos, tu te dis, en fait, c'est un espèce de Brutus qui fait 110 kilos, qui est débile, et qui vient du sud-ouest et qui est un peu con, mais en fait, t'écoutes un petit peu et tu te rends compte que c'est un mec qui est fou d'histoire. Qui est hyper calé en histoire, même. Et qui est passionné. Et qui est lettré et qui écrit bien. Donc, moi, par exemple, quand j'ai lu ce bouquin, donc là, ce thème-là, c'est vraiment sur l'histoire de France, donc au Moyen-Âge. Et moi, je me suis pas rendu compte que je m'étais pas du tout intéressé, pas plus que ça en tout cas, à l'histoire quand j'étais à l'école. J'aimais pas trop ça. Et en gros, lui, il explique que l'histoire, comme on nous l'enseigne en cours, c'est un peu chiant. En fait,
c'est même pas forcément comment dire vrai ce qui est dit. En tout cas, c'est certaines choses. Instrumentalisé. Voilà, c'est un peu instrumentalisé par l'éducation, etc. Et puis surtout que ça donne pas envie d'être écouté. Alors que là, lui, il explique que c'est une des époques, donc là notamment au Moyen-Âge, qui est une des plus ouf en France, où il y a des trucs de malades avec des mecs qui sont dingues en termes de notoriété et de street cred, comme il dit, et que c'est dommage en fait de pas du tout en faire profiter les jeunes via les cours, parce que du coup il y a peut-être plus de gens qui seraient intéressés. Mais surtout donc sur l'histoire, si jamais c'était présenté et raconté de la bonne manière. C'est surtout que lui il reproche aux gens de pas, en fait il reproche aux profs d'histoire de créer un espèce de mal-être chez le français, un espèce de honte de l'histoire, une espèce de honte de son histoire, alors que lui en fait en gros il dit que si on racontait le Moyen-Âge un peu plus comme ça, on se rendrait compte que l'histoire de la France elle est glorieuse. Exactement. De toute façon c'est un peu sa méthodologie, c'est mêler la plume et la punch pour réussir à faire passer le truc beaucoup mieux, quoi. Alors du coup il n'y a pas trop de rapport avec le sport, mais par contre je trouve en termes comment dire, de mindset et de manière de vivre. Moi, ce que j'aime bien dans ces bouquins, donc surtout dans celui-ci, que j'ai adoré, c'est que c'est un peu un bouquin antifragile, je dirais. C'est-à-dire qu'il explique pas mal de choses sur l'histoire, notamment sur la difficulté aussi de la vie à certaines époques, la difficulté de vie pour les enfants, pour les mecs qui partent au combat. Et il explique aussi qu'à l'époque, les gens ils avaient des convictions qui étaient beaucoup plus fortes qu'aujourd'hui. Quand les mecs qui partaient pendant un mois et demi, qui marchaient, donc ils étaient sur des chevaux, qui se douchaient pas, qui puaient le fromage et le fromage de bite dans leur armure, et qu'au bout de 3 semaines ils arrivaient, et que le seul truc qui faisait qu'ils avaient encore de la force alors qu'ils n'avaient pas bouffé, et qu'ils arrivaient à décimer tout le peuple en face, c'est parce que les mecs avaient des convictions très très fortes. Parce que quand tu marches pendant 3 semaines pour faire des croisades et éclater des mecs. C'est quoi le parallèle du coup? C'est qu'il faut avoir des convictions très très fortes pour squatter 260? Non, je pense que le parallèle c'est que dans la vie, en gros, les gens ils ont trop l'habitude, surtout aujourd'hui, d'avoir tout facilement, je pense. D'oublier qu'il y a des choses qui se méritent et qu'il y a du travail en face. Nous les premiers, on n'est pas. Moi je dis pas que j'ai compris, oui. Hein. Mais je trouve que ce bouquin là, il met un peu les pieds sur terre. Et puis après c'est surtout marrant à lire, et il y avait juste un passage que je voulais lire, que je trouvais énorme, sur Louis VI le Gros. Donc ça, il y en a pas mal qui on a tous déjà entendu parler, je pense. Oui, dans les visiteurs. Et même on s'en rappelle, je pense, en histoire. Et en fait, ce mec là, il arrive à rendre l'histoire un peu épique. Donc je lis pas très bien d'après Louis. Je vais essayer de lire le passage. Tu peux lire. Je lise. Louis va lire le passage. C'est où? C'est à partir de il faut. Voilà. Et après tu peux envoyer. Parle bien fort. Il faut imaginer un roi obèse comme un porc, les doigts graisseux plongés dans une tourte chaude, en train de bouffer la bouche ouverte et de mastiquer des cartilages de biche de 100 kg, pendant que ses valets le regardent avec respect. La graisse remonte jusqu'à ses bagouses et ses manches, il y a autant de plats sur la table que de double menton sous la bouche du roi. Tout le monde ferme sa gueule par admiration, et le seul truc qu'on entend, c'est la mâchoire d'un obèse broyer les os d'un poulet farci à la terrine de lapin, qui résonne dans une pièce à base de 5 mètres de hauteur de plafond. Je continue? Ouais. Montrer que l'on mange comme un porc était une mission importante pour un chef au Moyen-Âge. Manger beaucoup, c'est avoir beaucoup de fric. Manger beaucoup de protéines et de gras, c'est avoir la puissance pour envahir n'importe quel connard dans la demi-heure. Si je peux m'enfiler 3 porcelets par repas, qu'est-ce qui va se passer si je mets cette thune pour acheter des flingues à mes chevaliers? Voilà. Et en gros, ça résume bien le style. Ça résume bien le bouquin. Mais donc non, il y a pas trop de, comment dire, c'est peut-être un peu moins intellectuel que les 2 autres livres. En tout cas, si vous voulez lire un truc pour vous fendre la gueule et puis retrouver un peu l'esprit un peu bourrin que vous pouvez avoir dans certains sports, parce que moi je trouve qu'il faut pas se si tu veux pas se cacher. Monter sur un ring, il faut pas regarder le quotidien avec Yann Barthès. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, le côté bourrin, on va lire un article sur l'avocat sur Combini. Non mais sur le côté bourrin, c'est que pour moi, dans les sports de force, donc dans le crossfit, quand les mecs font des max en haltéro, ou même toi quand tu fais les muscle-up lestés, etc., il y a une dynamique un peu de dépassement de soi où il faut aller un peu au combat et comme si on allait casser la gueule à quelqu'un. Et je trouve que lui, tout l'esprit du bouquin tourne autour de ça, soit un peu le cassage de gueule des gens. Acheter des flingues à ses chevaliers. Avec des bonnes punch. Donc il y a des titres de chapitres avec écrit par exemple Philippe le Bel. C'est le Jacques Chirac en plus salaud, donc des trucs comme ça. Non, et puis il y a aussi un truc, c'est que ce bouquin, en gros, c'est qu'il en profite pour faire passer un peu sa vision
de la France et de la vie. En gros, il te fait comprendre qu'il y a plein de choses. Il y a plein de choses en fait qu'on critique au Moyen-Âge, mais qui en fait étaient mieux au Moyen-Âge qu'aujourd'hui. Alors ça veut pas dire que le Moyen-Âge était mieux que les temps qu'on vit aujourd'hui, mais en gros il remet un peu les pendules à l'air sur certains sujets. Quoi. Oui, il faut savoir que même s'il y a beaucoup de second degré, c'est un mec qui est quand même relativement politisé. Et d'ailleurs, il devait pas se faire couronner roi des Visigoths. Si. C'est quand? Je sais plus, mais ça a été annulé avec le Covid, je crois. Et pareil, tu vois, là il y a un chapitre, c'est l'essence de l'homme médiéval. Donc juste, tu vois, je résume un peu ce chapitre-là. Il explique qu'à une époque, les mecs avaient été beaucoup plus sensibles au niveau de leur sens, au niveau de l'odorat, de l'ouïe, du goût. Parce qu'à l'époque, on n'était pas complètement azimuté par la publicité et un paquet d'informations en permanence. C'est-à-dire que les mecs, quand ils bouffaient des légumes, ils avaient la possibilité de tester toutes les saveurs, etc. Ou de voir hyper loin, d'entendre hyper loin. Et le début du chapitre, tu vois, il te l'explique quand même bien. Il dit on peut mesurer le niveau de métrosexualité d'une époque à son rapport aux cinq sens et à l'accessibilité du confort sensoriel. Il révèle la part d'animalité d'une civilisation comme son rapport au réel. Et là, il termine en disant l'homme médiéval a une constitution psychique d'une solidité inégale aujourd'hui. Son humeur est constante et moins variable que le métrosexuel parisien moderne. Il ne pleure que 2 à 3 fois dans toute sa vie. Il doute beaucoup moins de tout, car sa structure interne est régulée sur les véritables récompenses qu'il gagne de façon légitime. Je trouve que ça va. J'aime pas les Parisiens. Justement, ça me paraît. Je vais reparler d'un chapitre parce que je suis en train de le lire, je suis à peu près à la moitié. Et que j'ai un truc que j'ai appris, parce que ce sera de la culture G, vous pourrez le sortir au prochain apéro que vous ferez à la fin du confinement. Il y a un chapitre sur les cajots. En fait, le mot cajot, voilà, c'est un chapitre sur les cajots. En fait, le mot cajot, on emploie ce mot pour dire que quelqu'un est chum. Et en fait, là, ce qu'il explique, en fait, c'est que les cajots, c'était des gens qui étaient en fait tous les gens mal formés, les lépreux, etc. Les lépreux, les bossus. Les lépreux, les bossus, en fait, forceux. ils avaient une vie mais de merde. Genre, c'est eux qui ont inventé le VDM, quoi. Vraiment. En gros, les mecs, ils avaient pas le droit de se balader pieds nus dans la ville. Sinon, on leur plantait un coup dans la voûte plantaire parce qu'en fait, ils peuvent donner leur maladie. Oui, ils peuvent contaminer. Et ils doivent être encapuchonnés en permanence pour pas incommoder les gens avec leur sale gueule. C'est bien, on ferait ça avec les Covid, là, comme ça, il n'y a pas besoin de confinement pour les autres. On leur fournissait une espèce de canne avec laquelle ils devaient tout le temps se balader. Et quand ils allaient par exemple au marché pour acheter un truc, ils devaient pointer, tu sais, toucher. Ils n'avaient pas le droit de toucher. Ils n'avaient pas le droit de toucher. S'ils touchaient un truc avec les mains, c'est pareil, ils se faisaient clouer les mains sur une planche de bois, ils devaient faire le tour du village avec. Ils n'avaient pas le droit de vivre dans la ville, ils devaient vivre en dehors de la ville et ils devaient vivre entre eux. Et ils n'avaient pas le droit de se marier avec d'autres personnes qui devaient se marier entre eux, donc du coup forcément ça créait une quantité énorme et ça devenait encore plus des monstres. C'était Tchernobyl le truc. La colline à des yeux. Ils n'avaient pas le droit non plus de rentrer dans l'église par la grande porte, il fallait qu'ils passent par des petites portes sur le côté. Apparemment ils devaient presque ramper les mecs pour rentrer. Enfin en gros les mecs ils avaient une vie de merde et ce qui montre aussi c'est qu'en fait ces mecs là ils se sont énormément concentrés sur tout ce qui est métallurgie et maçonnerie et qu'en fait ils ont aidé à la construction des églises énormément et qu'en fait leur statut il s'est amélioré. C'est des mecs qui sont réalisés par le travail. Et apparemment pareil ils étaient victimes de violences etc. Des mecs qui les zigouillaient parce qu'en fait ils avaient aucune valeur aux yeux des gens. Ils étaient dans un bar, ils n'étaient pas considérés comme être humains. S'il y en a un qui... Ils n'avaient pas le droit par exemple de buter d'autres mecs comme ça de manière gratos. Mais s'ils butaient un cajot, c'était pas grave. Voilà. Parce qu'en fait, si t'en sors avec tes potes et que tu t'ennuies, tu peux aller fumer un lépreux. C'est ça. Parce qu'en fait, le cajot, en gros, il est difforme. C'était les deux raisons évoquées. C'est soit parce qu'en fait, c'est l'œuvre du malin, donc en gros, vous êtes un suppôt de Satan. Soit parce que, en gros, vos parents ont péché, donc en gros, que votre mère c'est une pute. Donc en gros, c'était pas terrible comme considération. Ta mère c'est une pute, donc t'as 3 bras. C'est ça. Donc il y a un chapitre sur ça, j'ai bien aimé. Donc maintenant, quand je dis à quelqu'un qu'il s'est tapé un cajot, c'est lourd. C'est lourd, c'est beaucoup plus lourd. Voilà, donc si vous voulez vous détendre, faut acheter ça. Donc Crépuscule des Titans, il y en a 3. Le premier c'était Carnet de guerre. Ouais. Et le troisième c'est Exécution punitive, non, un truc comme ça. Ouais. Expédition punitive. Donc j'ai pas encore lu le troisième, mais celui-ci par rapport à l'histoire, aux croisades, etc. Moi j'ai lu le premier, pour l'instant je préfère le premier personnellement, c'est vraiment sur la société, c'est pas sur le Moyen-Âge, c'est sur en gros la société actuelle. Il y a par exemple un chapitre sur le mec de boîte, un chapitre sur le videur, un chapitre sur le journaliste ou des trucs comme ça. Un chapitre sur Émeric Caron aussi, qui est très violent, qui est très violent. Mais
Je remarque un truc par contre sur les 3 bouquins qu'on a choisis, tu parlais un peu du fait que lui il est un peu violent, mais en fait les 3 bouquins qu'on a pris, il y a un peu cette rudesse d'esprit et ce côté un peu rentre dedans, un peu cash que... Déjà c'est que des mecs qui pèsent minimum 100 kilos. Faut savoir que le mec qui écrit ça, parce qu'il y a plein de gens qui n'imaginent pas à quoi il ressemble en vrai, il est immense, Papacito. Il fait un 95, au moins 110 kilos. Mais d'ailleurs t'en as pas parlé, mais en vrai à la base lui il est connu sur YouTube. Ouais, bah sur YouTube vous pouvez regarder, il y a plein de vidéos. Les entretiens. Il fait l'apologie de Saddam Hussein. Par contre, c'est très très violent. Où il parle de Gérard Depardieu qui a tout compris au niveau de la bouffe, mais bref. Donc ça c'est vraiment plus si vous voulez vous fendre la gueule et puis apprendre aussi des trucs sur l'histoire. Moi j'ai appris plein de trucs sur l'histoire parce qu'il faut savoir que le bouquin quand même est hyper bien renseigné, bien documenté. Ouais, moi aussi j'ai appris des trucs. Et que tout ce qu'il dit, c'est genre à chaque fois c'est il a creusé, la source elle est bonne quoi. Et il a creusé, quand il te raconte les croisades, il sait que tel chevalier était associé à tel chevalier qui sont allés à tel endroit, que l'escarmouche elle s'est passée de telle manière, etc. Donc il y a du détail. C'est juste j'avais vu la connaissance qu'il y avait des grandes familles, des blasons, de tout ce qu'il y avait. Il est hyper calme. Donc voilà. Ouais, en plus d'avoir donné des bouquins, on a donné pas mal de références YouTube. Hein. Ouais, pour ceux qui veulent toujours pas lire. Ah bah Elliot Hulse, vous l'avez sur YouTube, Papacito aussi. Et Glenn Pendley, vous avez toutes les vidéos Cal Strength où c'est lui qui coach les athlètes. Voilà, pas obligé de lire. C'est bien, on devrait faire ça comme ça. Moi j'ai tout dit. Ouais, c'est bon pour moi. Et ben on espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, laissez-le nous en commentaire. Dites-nous aussi si vous avez envie qu'on le refasse avec d'autres bouquins, peut-être des thématiques de bouquins. Je sais pas, peut-être qu'on aura ça sous le coude. Et puis on essaiera, je pense en tout cas, de faire des bouquins en français peut-être la prochaine fois. Ça va être dur. Ah, je sais pas si on peut faire des reviews sur les films. Des reviews sur les films? Ouais, si tu veux. Bah, pendant le confinement, je veux dire, on va devoir. En vrai, s'il faut qu'on va Ça se trouve, tu vas avoir 6 vues sur ta vidéo, les gens s'en rendent de ce que tu penses de ton bouquin. On va éviter de faire pareil. Moi, je me dis, comme on doit en faire une par jour, on va falloir trouver des trucs quand même. Ouais, d'ailleurs, on espère que les vidéos vous plaisent. Pour l'instant, vu le nombre de vues et le nombre de commentaires, ça a l'air de bien tabasser. J'espère qu'on va pas fatiguer parce qu'il y a des moments où le rythme il est un peu. Ouais, bah d'ailleurs, j'annonce la vidéo de demain, ce sera un tuto sur le handstand hold. Hold, comme dirait Hugo, le hammam, le sauna. Le sauna, tuto sur le handstand hold, j'ai déjà fait sur le handstand walk. Je vais faire un peu sur le même format que Louis, c'est-à-dire que ce sera très détaillé et ce sera assez long, mais vu que ça a plu, alors je sais qu'il y a moins de gens. C'est-à-dire que je vais devoir faire du handstand? Bah, pas forcément, mais ouais, si. Ça peut être moi. Hein. Non. Il faut quelqu'un vous montrer les défauts. Un cajot. Un cajot du handstand. Donc je sais que les gens sont peut-être moins intéressés par le handstand hold que le jeté, vu notre communauté, mais par contre ce qui est bien c'est que le handstand hold ça va vous aider à progresser sur le jeté peut-être un petit peu, et surtout vous pouvez le travailler à la maison. Ouais, là c'est la période, le jeté, vous pouvez peut-être pas en faire dans la cuisine, alors que handstand hold, profitez-en. Donc ça sortira demain, c'est scripté cet après-midi, c'est tourné demain matin, c'est quoi qui le sort aujourd'hui? Celle-là. Ok. Voilà. Bah, tu vois, à ce soir. On peut faire une punch pour finir, du style tous les crossfitters qui sortent du confinement sans maîtriser le handstand hold, c'est des merdes ou... Oula. Je sais pas. C'est pas gentil. C'est dans la continuité de ton truc. Non mais en fait c'est le skill de gym qui est le moins maîtrisé en crossfit, derrière le muscle up, et c'est le truc que vous pouvez faire à 100% chez vous. Donc moi, je l'avais dit, de toute façon, quand lors du premier confinement, on m'a dit qu'est-ce qu'on peut faire pour l'haltéro. J'avais dit, premier truc que vous pouvez faire, c'est mettre de côté l'haltéro et apprendre le handstand hold. Donc il faut en bouffer, et de toute façon, ça marche comme ça. C'est passer du temps dessus, il n'y a pas de déclic au handstand hold, c'est travailler. C'est pour ça que je suis nul au jeté. Je sais pas. Parce que tu sais pas faire de handstand hold? Bah ouais. Je pense que tes soucis sont à peu près les mêmes pour l'un et pour l'autre. Ouais, voilà, c'est la mobility. En partie. Après, il y a la notion de timing au jeté aussi qui pose. Foiré. Bon, vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On se retrouve pour le prochain podcast. Salut à tous.